Alors bonjour à tous. Là, oui, peut-être maintenant il faut qu'on fasse une transition entre ces grandes perspectives qui ont été excellemment bien formulées par Philippe Pelletier et par Alain Maugart. Donc du côté de l'ADEME, on n'enlèverait pas un mot de ce qui vient d'être dit. Donc nous, à l'ADEME, on est positionné un peu aux côtés de l'ensemble des acteurs, que ce soit aux côtés des pouvoirs publics quand il faut construire une politique publique, là en l'occurrence le plan de rénovation, ou quand il faut les mettre en œuvre, quand il faut innover, faire de la recherche, faire de la prospective. Mais si je devais dire peut-être un point qui se raccorde avec ce qu'on vient d'entendre sur finalement les finalités de tout ça, nous à l'ADEME en matière de rénovation, donc on essaye effectivement de faire des choses qui vont dans le sens de la massification, en travaillant sur les trois axes logiques d'un marché, la demande, l'offre et puis les questions de financement. Donc on évoquera peut-être chacun d'eux. Donc la demande, c'est qu'est-ce qu'on fait vis-à-vis des particuliers pour les inciter, les aider, leur faciliter les choses, et on y reviendra sans doute dans le déroulé des questions. La question du financement, vaste sujet en lui-même. Et puis sur la question de l'offre, on voit bien qu'un des points essentiels, ça a été dit et donc on va y revenir sans doute, donner envie, donner confiance, il y a cette question de la confiance. Donc il y a un sujet de confiance vis-à-vis des professionnels et on est régulièrement en difficulté par rapport à cette question-là et ça nous désole quand Que Choisir balance un article où il critique des professionnels parce qu'il a mis la main sur un certain nombre de contre-références sur des sujets de qualité, de comportement commercial, etc. Et on pourra le préciser tout à l'heure, c'est un domaine dans lequel le bouche à oreille compte beaucoup dans la prise de décision des particuliers. Et donc, si on veut réellement augmenter ce nombre de rénovations, donner envie et donner confiance, on a un enjeu donc de confiance vis-à-vis de la profession. Donc, il y a un enjeu d'image de la profession, que ce soit dans le grand public ou chez les intéressés eux-mêmes. Donc, Alain Maugart a vraiment mis le point sur quelque chose qui est très très important. On doit avoir une profession dont l'image doit beaucoup progresser parce qu'elle le mérite complètement. Et donc cette image de la profession doit nous aider à mettre les ménages et les maîtres d'ouvrage donc en confiance, contribuer à leur donner envie et un chantier réussi chez eux où ils auront vu une équipe motivée, compétente, qui a bien bossé, qui se comporte bien vis-à-vis du client, et ben ça diffusera autour. Et donc parce que le bouche à oreille, on l'a chiffré, on sait que c'est très important, ça marchera. Voilà. Donc nous on met beaucoup d'espoir dans cette question de la confiance dans la profession et donc de la compétence de son organisation et donc évidemment tous les enjeux de formation qui sont derrière. Donc du coup, peut-être rappeler sur FIBAT, donc, qui est un objet essentiel justement de progression de cette question de compétence et d'adaptation. Il y a plein de sujets qui sont très, très concrets, donc Alain Maugart a parlé de tout a changé, des sujets concrets comme l'isolation par l'extérieur, l'étanchéité à l'air, l'intégration des énergies renouvelables, donc là c'est sujet très sensible, que ce soit d'ailleurs pour brancher la voiture électrique ou pour les panneaux photovoltaïques, l'intégration des matériaux biosourcés, donc avec le bilan carbone de toute cette question-là, puis bien entendu tout le numérique, enfin, ça fait énormément de sujets donc, pour lesquels il y a besoin de travailler. IFIBAT donc, a maintenant 11 ans d'existence, il a été lancé en 2007, sous l'impulsion d'EDF et des organismes professionnels, donc en particulier la FFB et la CAPEB. Et donc l'ADEME a rejoint le mouvement peu de temps après, en 2009. On en est aujourd'hui à peu près 175 000 professionnels qui ont été formés, professionnels en activité, avec plus de 20 modules de formation, dont des déclinaisons pour le bâtiment tertiaire, l'outre-mer, des modules pour les entreprises, pour la maîtrise d'œuvre, donc un champ assez large. Et puis depuis 2011, donc, le lien a été fait avec le dispositif RGE, donc, qui à l'époque s'appelait Reconnu Grenelle de l'environnement, qui est devenu reconnu garant de l'environnement, puisque certaines formations FIBAT permettent l'accès aux qualifications RGE. Et donc là, ça a été un chantier dans lequel l'ADEME s'est beaucoup impliqué
en particulier sur la question de la qualité des modules de formation et l'ingénierie pédagogique, en particulier avec les plateaux Praxibat. Donc là aussi, ça a été évoqué par Alain Bogart, la question de l'intelligence manuelle, de la maîtrise du geste. Et donc l'ADEME a beaucoup travaillé donc, avec les collectivités et les professionnels sur le déploiement de plateaux techniques. Plus de 200 plateaux techniques Praxibat déployés, plus de 1000 formateurs, un millier de formateurs formés. Et donc Praxibat va intégrer maintenant le programme FIBAT pour un déploiement plus massif. Peut-être redire quelques chiffres rapidement sur l'ampleur de ce qui nous attend. À l'Éducation nationale, en termes de cibles, on a donc 15 000 enseignants qui sont concernés, qui forment même 250 000 élèves par an. Du côté du 3CA BTP, on a 118 CFA, 2000 enseignants formant à peu près 50 000 jeunes. Et puis, du côté des écoles d'architecture, les 20 écoles d'architecture, c'est 3 000 intervenants et près de 20 000 étudiants par an. Donc, c'est un périmètre extrêmement considérable. Effectivement, il y a du volume. Philippe Estingois, vous êtes directeur général de l'AQC. Il y a effectivement peut-être un très grand changement dans ces métiers, c'est qu'auparavant, on pouvait avoir certaines marges d'erreur quand on travaillait sur un bâtiment. Bon, il y avait un peu d'air qui passait, un peu d'humidité, mais le bâtiment n'était pas conçu comme une sorte de Formule 1 qui doit être réglé vraiment de manière très précise. Aujourd'hui, l'à peu près, ça ne marche plus vraiment. Si on veut être sur des bâtiments performants, il y a des questions de gestion de l'humidité, de l'étanchéité à l'air, la moindre erreur peut avoir des conséquences extrêmement graves quand on rénove les bâtiments et mettre en péril l'efficacité des isolants. Il y a quand même vraiment un changement très net là, qui s'opère, non? Oui, ça y est, vous avez tout dit. Alors c'était une question, hein. Attention, vous avez vu la fin, ça montait comme ça avec un point d'interrogation, donc je me suis dit que vous alliez développer un petit peu. Oui. Bien, donc l'agence qualité construction, d'abord, je ne suis pas sûr que vous la connaissiez tous, elle a été citée tout à l'heure et je remercie M. Schmid de l'avoir fait en particulier. Donc l'agence qualité construction donc, a pour vocation de prévenir la pathologie dans la construction. Donc on a un travail très particulier autour de ça. Donc, et ça fait déjà plusieurs années que nous nous connaissons avec M. Schmid, parce que pour prévenir la pathologie dans la construction, il paraît complètement évident d'abord de travailler sur l'apprentissage de ce qu'est la construction et dès lors l'apprentissage dès le démarrage de la formation. Et c'est dans ce cadre-là que j'étais déjà venu présenter un certain nombre de choses dans une assemblée équivalente et c'est dans ce cadre-là que je suis particulièrement content et honoré de pouvoir être présent aujourd'hui. Donc dans le cadre du sujet du jour, donc autour du programme FIBAT et de la rénovation énergétique, donc le sujet essentiel, c'est qu'effectivement, comme ça a déjà été indiqué par Alain Bogart, il faut changer la pratique professionnelle par rapport à celle qui existait il y a 10 ans, il y a 15 ans. C'est un changement profond, parce que, je ne dirais pas de l'à peu près, mais dans le souci de la finition, il n'y avait pas tout à fait les mêmes contraintes quand on n'avait pas donc, ces objectifs de performance énergétique. Et que donc, dans ce cadre-là, l'apprentissage qui était fait, à la fois donc, dans la réflexion, dans la conception, que dans la réalisation, donc l'acte de mise en œuvre, on n'avait pas les mêmes messages donc, de précision du geste. En l'occurrence, donc avec, comme ça a été indiqué, donc avec la performance qui est réclamée, donc pour avoir une bonne performance énergétique, il faut qu'on limite les déperditions. Limiter les déperditions, ça veut dire donc complètement réguler la ventilation. Réguler la ventilation, ça veut dire prendre le risque que la ventilation ne soit pas suffisante. Et ça, c'est compliqué à comprendre. C'est compliqué à comprendre parce que ce n'est pas forcément naturel. Donc, on comprend donc, de façon commune, on perd de l'énergie si on met trop de ventilation, donc on n'ouvre plus les fenêtres et on ne se préoccupe pas donc, d'un autre système de ventilation. On fait une belle isolation, on étanche tout très très bien et on ne comprend pas donc, qu'il y a des moisissures dans la construction. Tout ça parce que donc, on n'a pas appris. Et ça, c'est vraiment essentiel. Donc, on n'a pas appris donc, les nouveaux enjeux de la physique de la construction et que
les jeunes et les moins jeunes donc, ne comprennent pas donc, des phénomènes comme la problématique du point de rosée. Donc dans l'échange qu'on avait eu, je me souviens donc, quand j'étais gamin, et puis il n'y a pas très longtemps, donc on s'amusait avec le point de rosée, on ne savait pas ce que c'était, et donc on voyait donc, gentiment quand on faisait dans la cuisine chauffer avec la cocotte minute et dégager la vapeur de la cocotte minute, donc on voyait toute la condensation qu'il y avait sur la fenêtre, et puis on s'en amusait beaucoup. Sauf que la fenêtre, à l'époque, elle était pensée par rapport à cette condensation. Donc il y avait des petites rigoles en bas pour pouvoir évacuer le condensat vers l'extérieur. Et puis il n'y avait pas de problème de moisissure ni de stagnation d'eau qui se posait. Avec les isolations, aujourd'hui on a bien isolé donc les fenêtres. Donc il n'y a plus de condensation sur les fenêtres, c'est plus les points froids. Et donc les condensations se font dans les points froids qui se trouvent donc dans les murs pleins. Et si c'est pas pensé, eh ben, il y a un point de rosée qui se positionne donc, à l'intérieur d'un complexe isolant, se concentre à l'intérieur de ce complexe isolant donc, les condensats, et puis bien évidemment ça génère de la moisissure. Alors c'est d'autant plus vrai donc, quand il y a un point thermique, c'est-à-dire quand il y a une zone de froid par rapport au chaud. Et ces choses-là, donc, quand on en parle avec des professionnels, il y en a un certain nombre encore qui ne comprennent pas le phénomène. Et donc moi, vraiment, le message... peux aller même un peu plus loin, j'ai fait une enquête, j'ai appelé une dizaine d'artisans, pas un ne savait ce que c'était le point de rosée. Très bien. Donc, je vous dis ça, c'est pas du tout pour être... mais j'ai posé la question à des artisans, on disait, mais comment vous calculez le point de rosée? Et ils me disaient quoi? Ouais. Ça ne me surprend pas. Et donc, c'est qu'un exemple hein, par rapport aux enjeux de compréhension des phénomènes physiques dans la construction. Et d'ailleurs, ça a été... donc, je pense que M. Schmitt ne démentira pas. Donc, dans les relations qu'on a eues l'un et l'autre, le message essentiel que je passais, c'était développer donc, à votre niveau des messages très très forts donc, sur la physique donc, du bâtiment et la ramener donc, aux règles physiques. Donc, je me souviens bien que ce soit vraiment très 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 loin. Donc, ce que je retenais donc, à l'école, où je n'étais pas un très très bon élève, c'était ce que je comprenais. Et donc, je ne retenais que par la compréhension. Je suis un très mauvais du par cœur. Et je suis convaincu que donc, l'apprentissage par la compréhension, c'est vraiment ce qui est essentiel. Et donc, un artisan comprendra donc, ce qu'on lui explique donc, en termes de prévention donc, des enjeux liés au point de rosée dès lors qu'il aura compris donc, ce phénomène-là. Il me semble assez facile à expliquer. Il y a un certain nombre d'autres sujets que j'ai pu citer. Ça c'est comme un point important, parce que ça veut dire qu'on va parler des outils pédagogiques. Il y a une question, Alain Mogard le disait tout à l'heure, vous venez de revenir dessus, il y a des enjeux sur la physique du bâtiment. C'est-à-dire comment un bâtiment finalement fonctionne dans ses grandes règles, même si on va rencontrer des bâtiments différents les uns des autres. Il y a un travail important à faire sur la compréhension de comment fonctionne un bâtiment, et notamment un bâtiment moderne aujourd'hui, c'est-à-dire un bâtiment isolé. Alors, au-delà de ça, donc vous aurez cet après-midi une intervention d'une chef de projet donc de l'agence qualité construction, donc qui vous présentera un certain nombre de problèmes que nous rencontrons. Je signale un autre sujet très simple, donc, puisque ça a été évoqué tout à l'heure, c'est l'aérolique à l'intérieur du bâtiment. Donc, il y a beaucoup d'inconfort donc, liés à l'aérolique. Donc, la sensation de bien-être, il dépend de trois facteurs en termes de température. Trois facteurs essentiels, il y a aussi le niveau hygrométrique, mais trois facteurs. La température elle-même, hein, donc celle qui est affichée d'ailleurs par la météorologie, et puis ce qui est apparent. Et ce qui est apparent, c'est lié à deux phénomènes. Donc un phénomène donc, qui est donc, la vitesse donc, de déplacement de l'air, donc ça génère du confort ou pas. Et puis il y a le rayonnement. Donc, troisième phénomène qui est important dans le confort perçu. Donc, dès lors qu'on enlève des parois froides, on gère l'inconfort du rayonnement. Mais dès lors qu'on met de la ventilation, on peut générer de l'inconfort donc, lié donc, à un problème d'aérolique. Donc, il y a un sujet donc, très très fort donc, autour de l'aérolique. Et ce sujet très très fort autour de l'aérolique, ça veut dire qu'il faut comprendre donc, les phénomènes de déplacement d'air. Dès lors qu'on les a compris, eh ben, on peut avoir une certaine intelligence spontanée
donc, sur le bon positionnement de l'extraction et le bon positionnement des entrées d'air. Donc, et après ça, on apprend effectivement, techniquement, à bien les placer. Mais le message fort par rapport à ça, c'est donc comprendre les phénomènes physiques, comprendre la physique du bâtiment, ça aide à bien mettre en œuvre donc, ce que l'on doit faire. Et donc notre job à nous, à QC, et c'est là où les messages sont très forts, c'est qu'on met en exergue donc, les difficultés et on propose à partir des difficultés de trouver une pédagogie donc, qui permet un meilleur apprentissage. Ce n'est pas spontanément donc, ce qui est fait, donc, on a plutôt l'habitude d'apprendre par l'excellence, donc c'est très bien, mais on ne sait pas toujours pourquoi on est excellent. Et pourquoi on ne l'est pas non plus d'ailleurs. Par contre, on sait quand on s'est trompé. Et donc, l'apprentissage par l'erreur, c'est vraiment ce qu'on vous propose dans nos dispositifs, ce que je vous invite à faire. Et vraiment, c'est dans le cadre donc, de ce programme FIBAT où on a développé, donc, au travers de nos différentes actions sur les différents projets qui ont été cités tout à l'heure, RAGE, PACT et autres. Donc on développe des outils donc, qui sont vraiment des outils à votre disposition. On n'est pas pédagogue, mais qui sont des outils à votre disposition pour faire cet apprentissage. Je vous en cite donc, un premier, donc, ce sont donc, tout ce qui concerne donc, les calepins de chantier qui sont des outils numériques. Je vous en cite un autre, donc, qui est notre application générale qui s'appelle ApplyQC, donc, à l'intérieur donc, de laquelle vous trouvez toutes sortes d'outils, dont une valise pédagogique. Et puis je vous signale un dernier outil, puis je m'en tiendrai là avant la suite. C'est donc on vient de lancer donc, notre concours photo annuel que depuis, donc, dans le cadre des débats d'ailleurs avec M. Schmitt, on a élargi donc, aux étudiants. Donc c'était il y a 4 ans. 4 ans, premier concours photo ouvert aux étudiants. Et ça a marché doucement et on avait des sujets intéressants. Et donc, on a élargi le concours photo aux étudiants à concours photo pour les établissements d'enseignement. Et je vous invite à vous approprier ce sujet-là, donc avec donc un certain nombre d'entre vous qui ont déjà participé l'année dernière. C'est donc un concours sur la pédagogie par l'apprentissage au travers donc, de problèmes que l'on rencontre sur le terrain. Donc, on a eu des bons sujets, et donc le concours porte sur un dossier pédagogique avec des étudiants, quel que soit leur âge, pour se lancer là-dedans. Et cette année, donc, nous avons ouvert donc, une autre encore version de notre concours, plutôt destinée aux apprentis au travers d'une action de partenariat avec le 3CA-BTP. Donc, après un travail avec l'Éducation nationale, nous sommes rapprochés donc, de 3CA-BTP. Donc, je vous invite à regarder ces projets et ça vous permettra effectivement donc, d'aborder les sujets un petit peu comme je viens de vous l'expliquer. Très bien, Philippe Estingois. Est-ce que vous signaliez tout à l'heure sur les questions d'aérolique et de confort? C'est vrai que ça recoupe aussi ce qui a été dit tout à l'heure en introduction, c'est qu'il faut que les habitants de ces espaces s'approprient aussi les rénovations. Et on a des exemples en copropriété où quand les bouches d'aération sont gênantes, c'est-à-dire que les personnes estiment que ça crée du froid, que c'est pas très confortable, ils viennent les boucher. Donc on a toute une étude du bâtiment et puis on retrouve des chiffons. Enfin, on ne les retrouve pas parce que quand il y a des visites, les gens enlèvent les chiffons. Alors les gens ne comprennent pas pourquoi ça ne marche pas. Puis après, ils remettent les chiffons. Puis quand on passe à l'improviste, on voit qu'il y a le chiffon. Et on comprend mieux pourquoi finalement ça ne marche pas comme c'était prévu. Et donc ça, c'est effectivement l'élargissement de la démarche, donc comme l'évoquait Philippe Pelletier, fort justement. Donc la pédagogie par l'éducation collective, donc l'éducation à l'école, donc sur donc, le fonctionnement physique de l'habitation, donc est un outil pour la pédagogie vers les parents. Parce que mais là, ce qu'il y a, c'est que les utilisateurs ont raison de mettre leurs chiffons, c'est qu'ils sont gênés, c'est que la conception n'est pas bonne. C'est que la conception n'est pas bonne, il y a de la conception pas bonne, pour autant, il ne faut pas augmenter les problèmes. Hein, donc, je comprends, ouais. Mais il y a aussi d'autres façons de traiter. Je veux dire, on peut, donc, il faut penser des choses simples sur les bouches d'aération qui sont traitées. Donc, il y a des techniques de base qu'on mettait, c'était comment ça s'appelle, donc des doubles rideaux, des hauts de double rideaux qui cassent le courant d'air et on n'a plus le problème. D'accord. Sans pour autant boucher ni quoi que ce soit. Donc, voilà. Pas de concept. Jean-Philippe Donzé, vous êtes architecte, donc vous représentez aujourd'hui l'Ordre national des architectes. Il y a quelques questions qu'on a abordées qui ont dû vous parler un petit peu. Il y a un grand enjeu, c'est comment on fait la liaison entre tous les corps de métier. Elle devait déjà exister auparavant,
Mais c'est vrai qu'il pouvait y avoir peut-être un peu plus de mou, on va dire, entre les professions, entre les professionnels quand ils intervenaient. Aujourd'hui, il faut quand même que les choses soient assez structurées. Quand on intervient sur un bâtiment et qu'on doit le rénover et le rendre performant, on le disait tout à l'heure, c'est quelque chose d'assez précis. Il faut donc qu'il y ait une meilleure articulation qu'auparavant entre les artisans. Ça, c'est un enjeu, je pense, très important pour l'architecte que vous êtes, qui conçoit quelque chose et qui voudrait que ce soit traduit au mieux dans la réalité. Oui, donc, bonjour à tous. Oui, je dirais même qu'il faut tout simplement une coordination, pas une meilleure. Parce qu'aujourd'hui, ce qu'on s'aperçoit, c'est que le problème n'est pas la qualité des entreprises qui interviennent sur les projets de rénovation, c'est plus le manque de coordination, tout simplement. C'est un peu comme si on disait aux gens de monter dans un bus et de s'apercevoir qu'il n'y a pas de chauffeur et de dire à une des personnes qui est dans le bus de prendre le volant et d'atteindre un but que tout le monde s'est fixé. Tant qu'il n'y a pas de chef d'orchestre dans une équipe pour mener à bien un projet, il est clair qu'on a les plus grandes chances de ne pas y arriver. Ça, c'est tout à fait évident. Et c'est d'ailleurs ce que montre, même si mon voisin l'a noté avec une petite pointe d'irritation, les études du FC Que Choisir, c'est qu'on peut mettre tout l'argent que l'on veut dans les travaux de rénovation, et ces dernières années, on a mis quelques dizaines de milliards d'euros, y compris d'argent en subvention, et n'arriver qu'à satisfaire 5% du client final, c'est-à-dire que dans 95%, on a raté l'objectif. Quand il s'agit de milliards, on peut se dire que là, il y a quelque chose de problématique et que, encore une fois, dans 95% des cas, les gens, quand ils veulent engager des travaux de rénovation, c'est pas pour des questions d'énergie, c'est pour des questions de confort la plupart du temps. C'est ce qu'on soulignait ce matin, c'est ce qu'on découvre entre guillemets. Tout à fait. Donc en fait, la rénovation énergie, ces dernières années, on a axé la rénovation quasiment exclusivement sur la rénovation énergétique, et c'était une première erreur. On s'aperçoit aujourd'hui que, et nous on le disait depuis le début, que en fait c'est la notion de confort qui prime, et accessoirement la notion d'économie d'énergie. D'autant plus que, et ça va peut-être faire réagir, mais aujourd'hui l'énergie est très peu chère. Donc pour justifier de la rentabilité de travaux par rapport à une rentabilité immédiate par rapport aux factures de chauffage, c'est relativement difficile. Mais encore une fois, les gens ne viennent pas pour une facture de chauffage qui paye trop cher, pour le moment en tous les cas. Ils viennent pour des problèmes de confort, d'usage. J'ai froid dans ma maison, il y a des courants d'air, il y a de l'humidité, je me sens pas bien. Un de mes parents qui habite chez moi a un problème d'accessibilité. Il faut que je transforme la salle de bain, la baignoire en douche, etc. Voilà, c'est ce genre de choses. Et quand on intervient pour des cas comme ça, évidemment, il faut immanquablement, c'est une obligation aujourd'hui, embarquer des travaux de rénovation énergétique. Mais ce n'est pas l'objet principal. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est intervenir sur l'existant est extrêmement compliqué. C'est beaucoup plus compliqué que quand on intervient sur du neuf, quand on conçoit un projet neuf. Parce que quand on conçoit un projet neuf, on est censé maîtriser la totalité des données. La difficulté dans l'existant, c'est que, comme son nom l'indique, c'est qu'on intervient sur de l'existant qu'on ne maîtrise pas au départ. Donc il faut déjà voir l'état réel du bâtiment, et après trouver les solutions techniques, et donc pas forcément répéter sans cesse les mêmes, mais trouver les solutions techniques les plus adaptées à la demande du client, mais aussi aux possibilités techniques de l'objet sur lequel on intervient, de l'habitat sur lequel on intervient, ou l'immeuble sur lequel on intervient. Et ça demande des compétences extrêmement pointues. Évidemment, un maître d'œuvre, un architecte, ne remplacera jamais une entreprise. L'objet n'est pas là. Chaque entreprise, chaque corps d'État a ses propres compétences. Et j'ai apprécié le fait tout à l'heure, en introduction, où on parle de l'intelligence de la main. L'intelligence du geste, c'est vraiment très très important. Il y a la conception, l'intelligence de la conception, mais elle n'est rien sans l'intelligence du geste sur le chantier par les entreprises. Ceci étant, s'il n'y a pas de conception avant, parler de l'intelligence de la main, c'est simplement demander aux entreprises de répéter systématiquement le geste qu'elles savent faire, sans comprendre qu'il faut parfois s'adapter à l'objet sur lequel on travaille. Et dans la quasi-totalité des cas, on est sûr de tomber à côté si on n'a pas fait un peu de réflexion avant. Notre profession, elle a cette particularité-là, et c'est pour revenir sur le mot qui a été employé tout à l'heure également, sur la confiance.
une des plus grandes erreurs qu'on ait pu commettre ces derniers temps, c'est justement, enfin en tous les cas, on s'est aperçu que ce qui fait qu'on n'arrive pas à massifier les travaux de rénovation énergétique, c'est le manque de confiance que peut avoir le client par rapport aux solutions qui lui sont préconisées. Et c'est tout à fait, enfin ça me semble, ça nous semblait en tant qu'architecte tellement évident qu'on ne comprenait pas pourquoi l'ensemble des intervenants ne le comprenaient pas non plus. Quand vous faites intervenir un menuisier, la première chose qu'il va vous proposer, c'est de changer ses fenêtres. Il ne va pas vous dire, non, vos fenêtres sont encore à peu près bonnes, mais il faudrait plutôt isoler votre toit ou changer votre chaudière. Quand vous faites intervenir un chauffagiste, il va vous proposer de changer la chaudière. Parce que c'est son métier. Ça n'a rien à voir avec autre chose. Voilà. Le seul intervenant... Puisqu'il a un regard d'expert et critique à juste titre sur une chaudière qui peut être ancienne. Simplement, c'est peut-être pas la priorité dans le logement. C'est peut-être pas la priorité. Et si, en plus, quand on change la chaudière, on n'a pas commencé par faire l'isolation, le jour où on fait l'isolation, la chaudière devient surdimensionnée, elle va fonctionner moins bien, le surinvestissement qu'on aura mis sur la chaudière ne pourra pas être mis ailleurs. Enfin, c'est contre-productif au possible. Le seul intervenant dans l'acte de bâtir qui puisse garantir une totale indépendance des entreprises, du monde de l'industrie ou des lobbies, c'est notre profession, c'est celle des architectes. Parce qu'on est une profession réglementée. Et parce que justement le législateur a dit que quand on a considéré que l'acte de construire était d'utilité publique, était d'intérêt public, et en contrepartie d'un monopole qu'il nous a confié, il nous a demandé de nous assurer de notre totale indépendance. C'est pour ça qu'on est contrôlé régulièrement par un ordre et qu'on est une profession réglementée. Donc quand on cherche un acteur de confiance, moi je m'étonne qu'on n'ait pas plutôt pensé aux architectes. D'autant plus qu'on est les seuls. Et puis qu'il y en a beaucoup. Et il y en a beaucoup. Et puis il y a beaucoup qui n'ont pas trop de travail non plus parce qu'on a construit la France, grosso modo, et qu'aujourd'hui on est plus sur un aspect effectivement de rénovation. On est 30 000, on produit 2000 architectes par an dans les écoles d'architecture. Ça coûte 200 millions à l'État, les écoles d'architecture, l'enseignement de l'architecture. Et on a l'impression que ces 200 millions sont dépensés en pure perte, puisque quand il s'agit de mettre en pratique ce que les étudiants ont appris dans les écoles quand ils sont passés dans le monde de l'architecture, eh bien on leur dit non, finalement, c'est pas forcément vous à qui on va faire appel. On va dire aux entreprises qu'elles se débrouillent entre elles et puis qu'on verra bien ce que ça va donner. Mais on voit ce que ça donne. C'est-à-dire, ça donne des chantiers sans chef d'orchestre et des chantiers qui, dans 95% des cas, ne satisfont pas leurs clients. Donc pour nous, cette question de confiance est primordiale et on arrivera à la gérer que si on fait appel à des gens en qui on peut avoir confiance. Et cette profession, c'est la nôtre. Qu'est-ce qu'il faut comme support de formation, Jean-Philippe Donzé? À votre avis, on va poser la question évidemment à Jean-Michel Schmitt, qu'est-ce qu'il faut, et aux autres intervenants, qu'est-ce qui manque aujourd'hui pour que votre conception à vous, en termes de rénovation, je ne parle pas de bâtiments neufs, puis c'est le gros du parc, c'est quand même la rénovation, il n'y a que 1% de neuf, qu'est-ce qu'il faut comme outil pour pouvoir bien relayer votre action et avoir face à vous des professionnels qui comprennent ce que vous allez leur demander aujourd'hui? Comment faut-il faire évoluer les outils de formation? Quelles compétences nouvelles? Alors, c'est pas forcément sur les outils de formation parce qu'ils sont là et ils fonctionnent à peu près correctement. Il y a sûrement des choses à améliorer avec le numérique, la formation à distance, etc. Si on veut massifier, forcément, il faudra massifier aussi l'acquisition des compétences et donc ça passera par le numérique de manière indubitable. Par contre, ce qui est important, et là je remercie Philippe qui, dans un article, disait qu'en fait, un des facteurs principaux de la qualité dans la réalisation des travaux, c'est la présence de la maîtrise d'œuvre sur le chantier. Ça reste, à mon sens, le meilleur moyen d'avoir de la qualité sur le chantier. C'est-à-dire qu'on peut faire la meilleure conception du monde si sur le chantier il n'y a personne qui est là pour coordonner, vérifier le travail des entreprises. On n'arrive pas au résultat qu'on a conçu et donc on est complètement à côté des objectifs qu'on s'est fixés, quoi. Et quand on parle de nos voisins allemands ou autrichiens, c'est ça qui se passe, c'est qu'ils sont plutôt en format de PME assez importante et il y a quelqu'un qui fait la maîtrise d'œuvre et c'est pas une myriade de personnes qui interviennent de manière désordonnée. Aujourd'hui, malheureusement en France, la maîtrise d'œuvre, la conception intellectuelle est perçue comme un coût alors qu'elle devrait être perçue comme un avantage. Et surtout, c'est une source d'économie au final. Et une source d'économie, bien sûr. Une source d'économie, bien sûr. Hein, 80% des économies dans le bâtiment se font lors de la conception. Les 20% restantes, c'est sur le chantier et elles sont beaucoup plus compliquées à obtenir.
Jean-Michel Schmitt, il faut faire évoluer comment les supports de formation? On vient d'évoquer le fait, et je crois que c'est de toute façon connu par les participants, c'est qu'il faut donc, il y a un besoin de coordination qui est de plus en plus fort, et puis il y a des compétences quand même qui évoluent, il y a aussi de nouveaux métiers qui émergent. Qu'est-ce que vous voyez comme support de formation, comme compétences nouvelles de votre côté? Bon, tout d'abord, ce qui me facilite le travail, c'est les interventions de la première table ronde, hein, où là, vraiment, partir d'enjeux sociétaux, c'est aussi quelque chose qui est de plus en plus affirmé dans nos formations. Et puis, de continuer la marche en avant pour vraiment incarner sur le terrain la boucle vertueuse qu'on connaît bien maintenant, qui est identifiée, mais qu'il faut vraiment concrétiser, c'est la recherche, l'entreprise et la formation, le plus possible en direct. Et là, j'ai entendu avec plaisir ce matin M. Mogard, hein, ancien directeur du CSTB. Le CSTB, c'est un partenaire avec lequel on ne travaille pas assez. Quelqu'un a aussi parlé ce matin d'opérations territorialisées. Ce matin, j'ai commencé à en parler. C'est vraiment quelque chose qu'il va falloir mettre en œuvre. Quand il y a une agence du CSTB dans votre région, il faut aller travailler avec eux, toujours en pensant à cette boucle, hein, recherche, entreprise et formation. Je mets aussi au niveau de la recherche l'AQC. On doit faire un grand pas en avant pour travailler avec l'AQC, comme on a pu le faire peut-être plus ou moins directement, quand on s'est intégré comme étant aussi participant au plan de transition numérique dans le bâtiment. Il y a des établissements qui sont lancés dans Pacte. Dans Pacte, c'était vous aussi qui étiez aux commandes. C'est pour cela que quand on avait fait un séminaire national, l'AQC a participé à cette réunion et en bonne place. Il faut continuer à développer ce type de relations et en pensant aussi aux opérations territorialisées, parce qu'il y aura aussi, ce matin quelqu'un l'a dit, justement, on ne peut pas isoler un système de son environnement. La solution qui va être peut-être adaptée dans des régions montagneuses n'est pas celle qu'il va y avoir sur la côte basque. On a aussi des demandes. La semaine dernière, la ministre de l'Éducation du gouvernement de Polynésie était en France avec son staff. Ils ont entendu parler de FIBAT, ils ont envie de travailler avec nous sur cette thématique-là. Vous voyez bien que là aussi, il y aura forcément une solution territorialisée et qui peut être valorisée après pour mener d'autres actions. Vous savez que le président de la République veut qu'on aide tout le territoire africain à progresser au niveau de sa formation, donc de ses technologies. Il y aura peut-être des retombées aussi à ce niveau-là à proposer. Je reste toujours dans la stratégie générale, parce qu'au fur et à mesure de l'avancement du PNF, on va rentrer dans le concret, dans l'opérationnel. Mais là, vous devez sentir qu'on doit progresser dans la relation forte avec nos partenaires. Je pense aussi aux architectes. Tout ce qui est en train de se mettre en place est conforme aussi à une stratégie générale voulue par l'autre ministre de monter en puissance des campus des métiers et des qualifications sur tout ce qui relève de la formation professionnelle. Et là, on rejoint aussi un marqueur fort de la mission du recteur Montel. Hein. Quel est l'impact sur l'évolution de la formation professionnelle induit par l'évolution des métiers qui est elle-même induite par la transition numérique et la transition énergétique? Il y a un marqueur fort qui est apparu, c'est tous les métiers du CAP jusqu'à, bien sûr, aux métiers de cadre, hein, mais au niveau des CAP, des BP, il n'y a plus de formation sans posture réflexive. Et je rejoins ce que vous disiez tout à l'heure, hein, par rapport à... Il faut comprendre, un maçon, s'il est engagé dans un chantier de rénovation énergétique, il faut qu'il comprenne pourquoi il va manipuler d'une certaine façon ses composants, mais pas le prendre comme un ouvrier spécialisé. Quand on rencontre France Stratégie, ils nous disent aussi que la notion d'ouvrier non spécialisé sort des radars. Ce sont des employés non spécialisés, mais ouvriers non spécialisés, ça n'existe pratiquement plus. Et pour revenir sur ce que disait aussi Philippe Estingois, vous voyez, là, dans l'évolution de la voie professionnelle, je travaille d'ailleurs dans ce groupe, il y a un groupe qui est dédié à la co-intervention. Alors c'est vrai qu'on avait, dans l'ancienne dynamique de la voie pro, on parlait des EGLS, des enseignements généraux liés à la spécialité.
Bon, en fait, ça n'avait pas été tellement sur le haut de la pile. Pas vu beaucoup d'établissements se préoccuper de ça. Maintenant, dans la nouvelle voie professionnelle, il va y avoir un horaire dédié en français, parce que pour comprendre, il va falloir être en interaction aussi avec d'autres, hein, et puis être capable de recevoir, d'émettre des informations, puis d'être en échange interactif avec d'autres, hein, un corollaire de la posture réflexive. Donc il va y avoir une co-intervention avec un horaire qui est fléché en français et en mathématiques. Et on l'a étendu aussi à la physique. Et je rejoins tout à fait ce que vous disiez tout à l'heure. C'est quelque chose de très fort, hein. La posture réflexive, elle passe par là aussi. On ne peut plus faire de rénovation énergétique sans avoir des éléments scientifiques pour comprendre globalement ce qui se passe au niveau des flux, la gestion de la matière, comment certains phénomènes physiques, on ne leur demande pas d'être des chercheurs, hein, en sciences fondamentales, mais ça aussi c'est un marqueur fort de notre rénovation de la voie technologique. Il y a aussi un autre marqueur fort au niveau de la pédagogie, au niveau de la stratégie pédagogique à mettre en œuvre dans nos formations. Ça avait été identifié aussi par le recteur Montel, c'est le décloisonnement horizontal et vertical. Et ça, ce n'est pas non plus une invention interne à l'éducation nationale, mais sur un chantier, maintenant, les différents corps de métier doivent être en interaction. Entre autres, c'est induit par le travail sur la maquette numérique qui devrait être partagée par tous. Et qu'est-ce que ça implique, ça, justement? Alors, il y a le décloisonnement entre les métiers, ça c'est un point très important. Vous disiez plus d'ouvriers non spécialisés. C'est vrai qu'il faut être spécialiste, mais à la fois, il faut savoir ce qui se passe juste à côté de chez soi, avant et après, quand on est dans des tâches chronologiques. Alors, qu'est-ce que ça induit, ça Alors, c'est entre autres un autre groupe de travail où je suis en première ligne, parce que à la rentrée 2019, il va y avoir en seconde professionnelle les familles de métiers. Il y a 2 familles de métiers du tertiaire qui sont concernées. Et la première famille de métiers non tertiaires, ça va être les familles des métiers de la construction. Donc, ce qu'on essaye de faire, c'est de les faire travailler en îlot sur des projets avec la rencontre, hein, de ceux qui vont travailler sur le gros œuvre et puis ceux qui seront par exemple sur l'aménagement finition, sur du second œuvre, avec des scénarios où déjà, dès leur entrée dans le métier, on va les mettre en contact avec des nouvelles valeurs, hein, de la voie professionnelle, qui est de coopérer, collaborer, hein, travailler ensemble, communiquer nécessairement. Et on s'aperçoit aussi que dans les référentiels, sans les changer, on peut travailler comme ça en coopération dans l'appropriation d'un chantier sans pour autant perdre l'objectif final qui est de passer un bac pro qui est bien connoté, hein, qui sera sur la construction ou sur, par exemple, l'étude, hein, l'économie de la construction. Eh bien, il y a des étapes qui sont communes où il faut s'approprier le dossier, le chantier, le préparer, savoir à quel moment on doit s'organiser par rapport à un autre. Et ça peut se faire dès la seconde. Et l'outil numérique, pour conclure par rapport à cela, vous voyez, au niveau de la pédagogie, ça nous ouvre aussi d'autres horizons. Il n'y a pas longtemps, je suis allé dans un lycée professionnel à Semur-en-Auxois. Alors c'est la ruralité, hein, en Bourgogne, c'est pas le centre-ville de Dijon. Et dans une classe de SECPA, qui a gagné d'ailleurs l'an dernier la finale dans la voie professionnelle du concours qu'on a organisé dans l'enceinte du Parlement européen, hein, la nouvelle version de Bâticiel. Et on s'aperçoit que des gamins, je dis des gamins parce qu'ils sont encore au collège, hein, qui sont en SECPA, où on se disait d'habitude, bon, bah, on va leur faire scier 2 planches, associer quelques parpaings, et puis on verra bien ce qu'on pourra en faire. L'acculturation au numérique ne pose pas tant de problèmes qu'on pourrait le penser. Quand je dis on, c'est la vieille génération, quoi. En fait, ils sont comme les autres, hein, à la sortie du collège, ils sont avec leur téléphone portable. Ça a une redondance au niveau de la formation et ça a une incidence sur nos métiers, hein. Je prends souvent un exemple, là on est en train de revisiter, Hubert Glad est là, les CAP du bâtiment. Et vous voyez, quelqu'un tout à l'heure a parlé de maintenance des bâtiments ou d'objets connectés. Et il y a une première demande qui remontait de bailleurs sociaux, dans le souci de rationaliser la gestion du bâtiment. On me dit qu'il va falloir transformer un CAP de maintenance des bâtiments et collectivités en bac pro. Pourquoi? Parce qu'il fallait aller sur la maquette numérique. Et en fait, d'aller sur le terrain et de voir ces classes de SECPA pouvoir manipuler des objets dont on n'aurait pas pu soupçonner, hein, l'agilité de travail sur ces nouveaux objets numériques, eh bien, me fait dire que non,
Il va falloir faire évoluer les CAP et puis garder ces CAP comme des CAP d'insertion. Parce que le bâtiment aussi a cette vocation, pour des gamins de SECPA ou de 3e professionnel, d'être des CAP d'insertion et on ne peut pas se passer de ces CAP. Jean-Michel Schmitt, vous voyez les questions qui s'affichent. Là, je vous dis ça parce que j'ai failli vous en parler ce matin. Voilà, on sait que dans un amphithéâtre surchauffé, la tension n'est pas très bonne. J'ai demandé à ce qu'on baisse la température. Et en fait, on a surtout ouvert les fenêtres parce que le bâtiment, à première vue, a une régulation qui est généralisée à l'ensemble du bâtiment. Ça a l'air d'être difficile de bouger que la température de cette pièce. Donc on parle effectivement de maîtrise d'énergie. Désolé, José Kerr, mais on a quand même ouvert les fenêtres, même si l'ADEME était présente. Voilà, on a ouvert les 4 fenêtres. Là, on a du mal à... Quelqu'un veut-il réagir à cette remarque pernicieuse? Philippe Estingois. Donc je réponds à ce sujet-là, d'ailleurs, donc ça vous intéresse directement. Donc ça fait partie des sujets techniques. Donc on appelle ça le commissionnement. C'est la problématique du réglage d'une installation. Donc manifestement, ce sont des sujets qui sont là aussi très très mal connus, hein, parce que c'est effectivement compliqué. Mais parler donc de l'équilibrage d'une installation, donc et expliquer qu'effectivement, donc si on a une base de chauffage surfacique et que toutes les pièces donc n'ont pas donc les mêmes dispositions géométriques et les mêmes dispositions donc d'échange de chaleur, eh ben on a un problème de régulation. Je l'ai peut-être fait déjà trop compliqué, mais en l'occurrence avec les jeunes... En simple, il pourrait peut-être y avoir un thermostat dans la pièce. Il faut expliquer ça, il faut juste dire effectivement un thermostat dans la pièce, donc plutôt un robinet thermostatique, ouais. ou autre dispositif, mais en tout état de cause, il y a besoin d'équilibrage. Et ça, donc, sont des choses de base donc, qui marchent avec l'ensemble. Si on ne le dit pas, si on n'apprend pas à le faire, eh ben, on est coincé. Et puis alors, dans ce type d'équipement, donc la complexité de réglage, elle est liée aussi à la présence. Donc, si vous n'expliquez pas donc, aux élèves qu'en permanence, ils dégagent de la vapeur d'eau, qu'en permanence, il dégage du gaz carbonique. Il chauffe aussi, hein, parce qu'on chauffe chacun. En permanence, il chauffe. Mais la chaleur, il vient avec, hein, déjà, de toute façon. Hein. Mais la vapeur d'eau et le gaz carbonique, il le balance, il s'en sépare donc, pendant qu'il est dans la pièce. Et qu'à un moment donné, donc, on peut avoir une saturation si on n'a pas les ventilations adaptées, mais avec tous les sujets que j'ai évoqués tout à l'heure, eh ben, on a un problème. Donc, c'est vraiment essentiel. J'en profite. José Kerr voulait prendre la parole. José Kerr, vous vouliez réagir? Allez-y. Je ne sais pas si le micro marche. Oui, voilà. Ouais, sur cette question précise. Alors, tout à l'heure, quand j'ai été obligé de quitter la veste, j'ai regretté de ne pas avoir pris mon petit capteur. CO2. Donc, avec lequel j'essaye de me déplacer en permanence. Donc, et pas de pause ce matin, je ne l'ai pas pris. Donc, un petit capteur qu'on met dans sa poche et qui mesure température, hygrométrie et taux de CO2. Donc, je vous invite, pour passer de la théorie à la pratique, à vous équiper partout de ce genre de petites choses qui permet de objectiver un certain nombre de ressentis. Il fait trop chaud, on ne respire plus, la classe est en train de roupiller complètement. Bah oui, on est à 3000 ppm en CO2, donc il n'y a aucune chance qu'il soit réveillé, etc. Là, il y a des études très très précises hein, sur la mémorisation des enfants. Et donc, simplement en passant de toute la théorie qui est maintenant parfaitement connue, à simplement la pratique, de s'équiper de ça pour pouvoir dire, bon là, il y a un truc qui ne va pas, donc, et se conscientiser sur le sujet pour dire vraiment, il faut qu'on fasse quelque chose. C'est assez incitatif. Et donc là, par exemple, à l'ADEME, dans nos nouveaux locaux, qui sont absolument superbes, etc., on a quand même quelques salles de réunion dans lesquelles ça ne marche pas. Et quand vous pouvez dire aux gens qui sont en charge qu'effectivement, bah là, à la fin de la réunion, on était à 4000 ppm dans la salle, ça ne va vraiment pas, ça peut provoquer des choses. Donc, objectivez, équipez-vous de tous ces petits capteurs. Jean-Philippe Donzé, qu'est-ce qui s'est passé? Alors déjà, on remercie quand même, encore une fois, le lycée de nous mettre à disposition cet amphi qui est relativement luxueux et qui est très bien à bien des égards. Mais qu'est-ce qui s'est passé dans cet amphi? Oh ben c'est très simple, en fait, pour pouvoir réagir, il faut avoir des compteurs. Et en gros, le seul compteur qu'il y a peut-être dans cet amphi, c'est un thermostat de température, mais pas de sonde de CO2, ni de sonde d'hygrométrie. Et donc voilà quoi. C'est parce que l'énergie n'est pas assez chère, ça coûte plus cher de mettre une sonde? Oui, parce que très souvent, quand on intervient sur les bâtiments existants, on s'aperçoit que les installations de chauffage, de ventilation, parce qu'à l'époque l'énergie n'était pas chère, sont très très largement dimensionnées. Et quand je dis très très largement, c'est 3-4 fois par rapport à ce qu'on pourrait mettre aujourd'hui correctement. Mais que quand on dimensionne très correctement une installation, il faut qu'on puisse la piloter. Ça veut dire avoir comme je le disais, des compteurs.
Donc ça veut dire qu'il faut instrumenter le bâtiment, les pièces, pour pouvoir faire réagir l'installation en fonction de l'usage. Si dans un amphi comme celui-ci, on dit par exemple on va augmenter la ventilation dès lors qu'on allume les lumières et qu'on va détecter la présence de quelqu'un, la femme de ménage déclencherait la ventilation comme si l'usage d'une centaine de personnes, comme si on mettait une centaine de personnes. Donc on voit bien que c'est un peu plus complexe qu'un simple détecteur de présence ou simplement forcer la ventilation sur le fait qu'on allume les luminaires. Il y a des capteurs qui sont plus précis que ça, il faut simplement les mettre en œuvre. Mais tout ça, encore une fois, c'est de la conception. Ce n'est pas des choses qu'on vient rajouter après coup, parce que là, ça coûte beaucoup plus cher, ça fonctionne beaucoup moins bien. Donc, encore une fois, c'est la démonstration que quand on conçoit à l'avance les choses correctement, qu'on les met en œuvre correctement, on peut obtenir des résultats. Le commissionnement d'opérations, c'est très, très important. 30% de la performance d'un bâtiment, et quand je dis performance, ce n'est pas simplement la performance énergétique, c'est aussi la performance en confort. Le confort, la chaleur, ben voilà, une surchauffe, c'est du confort, s'obtient pendant les 2 ans, si on est capable de régler pendant 2 ans après la réception du bâtiment. On peut gagner 30% de performance. Je comprends, mais là, il y a eu quand même une architecte, il y a eu un conducteur dans le bus ici, c'est pas possible autrement. Oui, mais c'était une époque où ces enjeux-là étaient beaucoup moins importants, il n'y avait pas d'études. Aujourd'hui, on sait qu'au-delà de 25 degrés, on perd 50% de ses capacités intellectuelles. Dans un établissement d'enseignement, ne pas être capable de gérer les surchauffes demi-saison, pas estivale, parce qu'en juillet, août, généralement, on n'a personne dans les bâtiments scolaires. Mais même en mars, avril, mai, dès lors qu'on est au-delà de 25 degrés, eh ben, les élèves que vous avez en face du professeur, ils sont à 50% de leur capacité. Voilà. Plus les taux de CO2 où on le disait, la mémorisation ne se fait pas, mais pas du tout. Hein. Quand on est à des très hauts taux de CO2, on ne mémorise rien. L'articulation entre Fibat et Praxibat. Jean-Michel Schmitt, éventuellement. Je crois que vous avez parlé de Praxibat tout à l'heure. C'est juste 2 mots. Hein. Oui, c'est la marche en avant qui continue. Hein, Parlez bien dans le micro qui est un peu à côté de vous. Ouais, allez-y. Pour moi, c'est la marche en avant qui continue. Hein, avec là, on a un saut plus important parce que jusqu'à présent, on traitait surtout du neuf. Pas tellement de la rénovation, c'était plus ou moins considéré comme étant du bricolage, quelqu'un l'a dit tout à l'heure. Bon, si on tombe sur un marchand de fenêtres, il va vous expliquer qu'il faut changer les fenêtres. Sur quelqu'un qui isole par l'extérieur, il va vous revendre une isolation par l'extérieur. Là, il va falloir vraiment considérer ça comme un vrai chantier, une vraie problématique à préparer. Et le geste technique, finalement, ce qui a été repris dans Praxibat, il va peut-être pas bien changer, mais c'est surtout la posture intellectuelle par rapport au geste technique. Je revenais sur ce que disait M. Estingois tout à l'heure, c'est vraiment la posture réflexive. Avoir une belle fenêtre, par exemple triple vitrage ou tout ce que vous voulez, et puis mal posée, c'est un lieu commun de dire que ça ne sert à rien. Oui, c'est ça. Ouais. On aura des exemples cet après-midi d'ailleurs. Hein. Alors, on va essayer de faire assez rapidement questions-réponses pour aller très vite sur essayer de balayer l'ensemble des questions. Allez, je prends la dernière. Où trouver les outils de l'AQC, Philippe Estingois? Donc, les outils de l'AQC... Est-ce qu'on peut laisser les micros allumés? Les outils de l'AQC, vous pouvez les trouver donc, sur le site internet de l'AQC. Donc, qualitéconstruction.com, qualité en un seul mot sans accent, qualitéconstruction en un seul mot sans accent.com. Donc c'est le site internet de l'AQC. Vous pouvez aussi les trouver donc sur votre store, donc en téléchargeant appli QC sur votre store, donc pour votre smartphone. Donc vous trouvez l'ensemble des applications. Vous pouvez aussi regarder notre chaîne télé donc AQC TV, qui fera d'ailleurs son 2e live demain à midi, donc pendant votre pause déjeuner. Donc c'est une petite demi-heure, donc vous pouvez la regarder. Ceci étant, elle est enregistrée, hein, vous pouvez la regarder aussi en streaming. Et puis sur AQC TV, vous trouverez de très nombreuses vidéos. Donc on n'a pas pris le parti encore de remplacer les organisations des TV nationales, donc les émissions de la télévision nationale sur la physique du bâtiment. Mais on a quelques vidéos là-dessus. Donc elles sont à votre disposition. Vous pouvez les utiliser. C'est gratuit.
On souhaite vraiment en développer plus, donc au travers des différents programmes donc, qui sont en cours. Donc on en fera probablement dans le cadre de FIBAT, où on a prévu des travaux sur des MOOC aussi, si je ne m'abuse. Donc c'est vraiment des outils pédagogiques qui seront à votre disposition. Et puis j'en profite pour vous dire ce que je n'ai pas dit tout à l'heure, donc que vous avez aussi, pour la plupart d'entre vous, à proximité de vous, un délégué régional de l'agence qualité construction. Donc au jour d'aujourd'hui, il y en a un à Strasbourg pour le Grand Est, un à Lyon donc pour le Grand Sud-Est, une à Bordeaux pour le Grand Sud-Ouest, et puis une à Rennes pour le Grand Ouest. Et puis vous avez la possibilité de nous contacter pour le Grand Centre, donc au niveau de l'AQC, et nous sommes tout à fait vigilants à vous donner toutes les informations pour faire de la pédagogie. Jean-Michel Schmitt, et on va essayer de passer en revue très vite les questions pour pouvoir aussi donner la parole à la salle avec le micro. Jean-Michel Schmitt. Juste un mot pour renforcer ce que vient de dire Philippe Estingois. Ce sont vraiment des ressources de grande qualité qu'on aura aussi intérêt à regarder de près pour les modules de formation qu'on peut intégrer dans les modules. Et si besoin, se tourner vers l'agence régionale pour leur demander peut-être un support plus numérique. Et vous parliez du concours photo tout à l'heure, il y a des ressources à l'intérieur qui sont vraiment des objets qui peuvent ensuite être exploités en des formes de démarches d'investigation. Bon, il y en a une qui avait marqué, c'était le feu sur la toiture par une mauvaise installation de panneaux solaires. Bon, on a envie de savoir pourquoi. Donc, il va falloir les intégrer, ces données, elles sont vraiment très très riches. Question à la salle, si vous voulez, pour qu'on n'ait pas uniquement d'ailleurs slido.com. Est-ce que quelqu'un voulait prendre la parole avec un micro qui est à votre disposition? C'est possible, il suffit juste de vous signaler. Est-ce que quelqu'un souhaitait prendre le risque d'une prise de parole sur un sujet qui vous intéresse? Non? Je continue. Si, monsieur il y a deux prises de parole, en fait, je n'avais pas vu là-bas. Et puis il y a monsieur aussi en centre-salle et madame. Voilà. Il y a 3 demandes de parole. C'est pour ça qu'on va essayer, si vous le voulez bien, pour terminer à midi à peu près, d'aller sur des questions, des réponses très rapides. Vous allez à l'essentiel sur les questions qui sont posées. Ça va? Ça marche. Oui. Merci de vous présenter. Patrick Pézineau, conseiller formation au 3CABTP. Je travaille dans le cadre du déploiement du BIM, du processus BIM. Et j'ai la chance de travailler avec Fabrice Poupon, qui est l'inspecteur de l'éducation nationale, qui est détaché au 3CABTP, et on travaille sur la même thématique. Et je voulais poser la question aux chefs d'orchestre, les architectes, parce que dans le cadre des formations, aussi bien en CAP, BP, Bac Pro, BTS, nous travaillons sur le processus BIM, du moins l'après... que les apprentis, les apprenants puissent comprendre ce que c'était que ce processus BIM qui permet en fait de voir comment on travaille ensemble, comment on respecte l'autre, comment on peut construire virtuellement quelque chose et se confronter à la réalité des erreurs, puisqu'on parlait d'essais-erreurs tout à l'heure, et j'étais entièrement d'accord avec la personne qui le disait, c'est-à-dire que c'est avec ces erreurs-là qu'on arrive à construire. Quand ces erreurs-là ne coûtent pas cher parce qu'elles sont virtuelles, c'est pas mal. Qu'en est-il de la formation au processus BIM dans les écoles d'architecture, les chefs d'orchestre qui vont nous permettre d'aller plus loin? Jean-Philippe Donzé. Alors la formation au processus BIM est présente dans les écoles depuis déjà pas mal de temps. Alors il faut sans doute aussi différencier le BIM de la maquette 3D. Le 3D, c'est notre quotidien depuis des années. Depuis les années 90, même quand on dessine à la main, on dessine en 3D, on a cette capacité-là, enfin cet apprentissage de la perception en 3D. Après, quand on passe au numérique, c'est pour nous naturel. Et la maquette numérique ne fait pas le processus BIM, donc c'est là. Mais c'est je dirais pas une révolution, c'est une évolution finalement dans nos pratiques professionnelles. Elle est dans les écoles depuis pas mal de temps. Ce que nous, on perçoit comme difficulté, c'est de dire que quand on fait du BIM et qu'on est les seuls à être quasiment formés au BIM, c'est un peu compliqué. Nos bureaux d'études sont pas si avancés que ça et c'est compliqué de travailler avec des gens qui renaclent un peu sur ces points-là. Et puis après, il y a le problème de passer à l'acte de construire. Il faut que les artisans soient également capables, les entreprises soient capables d'intégrer le processus et d'y participer pour qu'on ait vraiment l'ensemble de l'objectif qui soit réussi. Sinon, c'est qu'une partie et ça n'est pas gratifiant. Merci. Autre question? Alors, je n'avais pas bien vu qui souhaitait intervenir. Oui. Donc, il y a 2 intervenants qui voulaient, je m'étais trompé tout à l'heure, qui voulaient prendre la parole.
Bonjour, monsieur Delarue, je suis enseignant en BTS-EC au lycée Schumann au Havre. J'ai une question en fait en matière de bâtiments qui sont de plus en plus étanches à l'air, sur les préoccupations que peut avoir FIBAT ou les instances en charge sur la qualité de la maintenance de la ventilation pour éviter les désordres des bâtiments modernes qui sont de plus en plus étanches. Et si on va donner les moyens et les instructions pour entretenir cette ventilation et pérenniser, enfin prévenir les désordres qui seraient occasionnés par ces problématiques de bâtiments extrêmement étanches. Merci pour cette question très brève. Les désordres, juste pour en citer un ou deux, vous avez donc tout ce qui est... D'accord. Qui souhaite répondre sur ce point? Philippe Estingois, je pense que c'est pas sur votre sujet, ça fait effectivement partie du travail pédagogique dont je parlais tout à l'heure, hein, donc c'est quelque chose donc, sur lequel donc, je peux vous inviter à travailler parce que ça permet de transmettre donc, aux parents. Donc on fait aussi au niveau de l'AQC mais au niveau de l'ADEME, hein, donc beaucoup aussi de publications sur ces sujets-là. Donc on a fait des vidéos là-dessus, on a fait des consommacs sur ce sujet-là. Il y a vraiment le souci de toucher le grand public. Il y a des grands bailleurs qui font aussi de l'information, hein, les grands bailleurs sociaux font de l'information auprès des locataires. Donc c'est un travail qui est pas simple parce qu'il faut, c'est pas facile de toucher tout le monde, mais il y a une volonté vraiment de partager cet enjeu parce que il y va vraiment du confort et de la durabilité de la construction. Et même peut-être de la santé. Parce qu'il y a un aspect santé qui est quand même largement sous-estimé, j'ai le sentiment, aujourd'hui en France, et on risque d'en payer le prix assez cher dans les années qui viennent si rien n'est fait. Oui, Jean-Philippe Donzé. Vous avez raison d'insister sur le point santé, mais encore une fois, tout ça, c'est la conception initiale. Si à la conception, quand on conçoit un réseau de ventilation, on va essayer de le dessiner le plus court possible, le plus accessible possible, etc., pour la maintenance, donc on anticipe la maintenance, ça ne peut qu'aller dans le bon sens. La difficulté qu'on a, c'est après de sensibiliser le maître d'ouvrage à cette obligation de maintenance, parce que très souvent elle n'est pas faite, on lui livre un bâtiment et puis après il a l'impression qu'il va marcher comme ça ad vitam aeternam. Non, il y a du commissionnement, comme disait Philippe tout à l'heure, c'est-à-dire accompagner la durée de vie, dans la durée de vie du bâtiment, son fonctionnement et de temps en temps effectivement remettre de l'ordre dans les installations techniques. Si tant est qu'à la conception, on est prévu de pouvoir y intervenir après coup. José Kerr. Peut-être compléter pour dire qu'on prêche à l'ADEME pour qu'il y ait un contrôle obligatoire à la mise en service des installations de ventilation, donc pas très compliqué, mais dans beaucoup de cas, il y a des erreurs de pose, il y a énormément de malfaçons qui sont constatées, donc il faudrait au moins faire cette vérification à l'installation. Puis effectivement, après, on prêche beaucoup auprès des maîtres d'ouvrage, des ménages, pour qu'ils se préoccupent de cette question, qu'ils fassent l'entretien, etc. Ouais. Sachant qu'en France, on a quand même... Et il y a des pays où on les contrôle régulièrement. Il y a des pays où le contrôle temporaire... On n'a pas du tout les mêmes systèmes de ventilation vendus sur le marché. C'est-à-dire qu'on est quand même spécialiste en France pour vendre des systèmes de ventilation mécanique qui ne sont pas autorisés dans d'autres pays. Avec des conduites souples, avec des accumulations Voilà, et on continue de le vendre en France. Alors, allez savoir pourquoi c'est pas vendu en Allemagne. Jean-Michel Schmitt. Juste un point, c'est une très bonne question, hein, parce qu'on est vraiment sur quelque chose qui représente bien ce qu'on a à faire, sur des objets qui deviennent de travail, hein, qui sont assez complexes. Il ne faut pas qu'on travaille tout seul, nous, en interne à l'éducation nationale, en disant, bon, ça doit se passer de cette façon-là ou de telle autre façon. Il faut vraiment, et c'est un des grands enjeux de ce programme FIBAT, d'accélérer et d'augmenter les flux entre l'entreprise qui tient, ou le laboratoire, hein, le CSTB, qui détient la légitimité du process que nous, on a à intégrer pour faire de la médiation pédagogique. Mais il faut vraiment mettre en œuvre ce cercle vertueux, hein, recherche, entreprise, formation, en temps réel. Et il ne faut surtout pas qu'on essaye de bricoler dans notre coin. C'est un des grands enjeux de notre programme. Alors peut-être pour la question qui est en haut, là, puisqu'elle a été posée 5 fois sur que pensent les organisations professionnelles de ce programme de formation massif, dire deux choses. Que non seulement, je pense, alors elles pourront s'exprimer, mais les organisations professionnelles en pensent quelque chose, mais elles ont contribué à le construire. Hein. C'est un travail collégial, le FIBAT, c'est pas un truc qui est tombé du ciel comme ça. Non, c'est pas parachuté, donc c'est un travail collectif de l'ensemble de la filière, donc elles ont contribué à l'élaboration de ce programme. Puis dire aussi que dans les dépenses, en gros, il y a moitié-moitié entre la formation initiale et la formation continue, donc il y a eu une recherche d'équilibre finalement entre
les objectifs de cette formation, et donc les organisations professionnelles sont pleinement impliquées. Une demande de parole derrière vous, monsieur qui avait le micro. Voilà, une personne dans l'ombre que je ne voyais pas très bien. Bonjour. Bonjour, Stéphane Aubrio, inspecteur lycée professionnel, formation professionnelle, l'Académie de Nantes. Moi, j'avais une interrogation. Monsieur Schmitt, vous avez parlé des familles métiers dans la transformation de la voie professionnelle. Et moi, j'ai un peu de mal à comprendre pourquoi on a identifié 3 familles métiers qui concernent le bâtiment. Hein, c'est la question que j'ai notée, métier du numérique, de la transition énergétique, construction durable et modélisation numérique du bâtiment. Alors que tout ce lien... on parle beaucoup du BIM, hein, tout ce lien pour un élève de seconde peut être fait à ce niveau-là. Voilà, juste un petit éclairage si c'est possible. Oui, je comprends. Oui, c'est sur famille métier. Oui, j'ai pas trop tout entendu ça. C'est sur les familles de métiers ? Voilà, dans la transformation de la voie professionnelle, 3 familles métiers, à mon sens, sont identifiées autour des... Ah, c'est simplement... Voilà. Non, il n'y a pas 3 familles de métiers dans le bâtiment. Hein. Il y en a une pour la réalisation et puis... qui regroupe le Bac Pro, TB Orgo, oui, technicien de bâtiment, organisation et réalisation du gros œuvre. Il va y avoir aussi l'IPB. Qu'est-ce qu'on a comme autre ? On a mis la métallerie aussi, et puis aménagement finition. Bon, les Bac Pro qui ne relèvent pas de l'étude. À côté, on a laissé dans une autre famille technicien d'études du bâtiment avec les 2 options, et puis également géomètre topographe. Mais il va y avoir en tout 14 familles pour 58 Bac Pro, et puis à peu près de mémoire 28 ou 29 Bac Pro qui vont être orphelins. Par exemple, les métiers matériaux souples, on ne va pas pouvoir les rentrer dans une famille. Mais ça va être une organisation pédagogique interne. Hein. On ne retouche pas du tout les référentiels. Et la formation du Bac Pro, elle est toujours sur 3 ans. Et c'est à la rentrée 2019, dans le secteur non tertiaire, il y a uniquement la famille de la réalisation du bâtiment qui va être expérimentée, mais ensuite ça va monter en puissance tous les ans. Question de vive voix, monsieur, et on reviendra aux questions Slido. Oui, bonjour monsieur Martin, enseignant au lycée Saint-Lambert à Paris. Je m'adresse surtout à monsieur Donzé. Alors parlez bien dans le micro qui vous entende. Je m'adresse surtout à monsieur Donzé, oui. Parce que je pense que c'est lui qui pourra surtout répondre. Vous avez effectivement précisé tout à l'heure l'importance de la confiance qui devait être témoignée entre les différents partenaires, et en particulier celle qui pouvait être donnée par les architectes, tant au niveau de la conception, mais vous avez aussi bien signifié pendant la période d'exécution, et la maîtrise d'œuvre d'exécution pose souvent de graves problèmes, notamment dans la commande publique, plus que dans la commande privée généralement. J'ai juste une question, sauf erreur de ma part, il me semble que les écoles d'architecture relèvent du ministère de la Culture. Or, on entend tous parler d'une extrême technicité nécessaire à tous les acteurs. Et je m'interroge sur le fait que les architectes qui sont au cœur du processus, qui sont donc à l'initiative de ces processus, ne soient pas si investis de technicité. Voilà. C'est juste une question de tutelle. Je ne suis pas sûr que ça relève, parce que ça a une influence sur la technicité des architectes. La technicité, oui, je ne crois pas que le ministère de tutelle ait une véritable influence sur la technicité de ce qui est appris dans les écoles. Non, les étudiants dans les écoles d'architecture ont évidemment des cours théoriques sur la physique du bâtiment, mais ont également des stages de pratique professionnelle à faire en agence ou en entreprise pour aller voir ce que c'est et se confronter et mettre les mains, non pas dans le cambouis, mais dans le ciment, on va dire, ou dans le plâtre, pour aller voir ce que c'est que la réalité du terrain et comment, quand ils dessinent quelque chose, eh bien, c'est réalisé par des artisans sur le terrain. Oui, allez. Allez-y, vous pouvez compléter. Hein, y a pas de... Je crois que je ne réponds pas complètement à votre question. C'est surtout parce que vous avez laissé entendre, sauf erreur, encore une fois, que la formation n'était pas remise en mouvement, à s'interroger. Il s'agissait plus de répondre à un problème de massivité de personnes pour pouvoir amener le niveau de technicité, pour pouvoir suivre et aller dans le sens de ce que vous présentez. Je n'ai pas entendu qu'il y avait aussi dans les écoles d'architecture une volonté de remettre en cause le niveau de formation technique, mais qu'il était plutôt sur la notion de massivité, nombre d'acteurs. De massification. C'est ce que j'ai cru comprendre, c'est pour ça.
Alors, je me suis sans doute mal exprimé. Bien sûr que si. De toute façon, comme je le disais tout à l'heure, on est une profession réglementée et dans une de nos obligations, c'est d'avoir de la formation continue tout au long de notre carrière professionnelle, contrôlée. Donc, on a l'obligation de se former 20 heures par an de formation continue dès lors qu'on est inscrit au tableau de l'ordre. Et ça, c'est contrôlé par notre institution. Donc, quand vous faites appel à un architecte, vous êtes sûr d'avoir quelqu'un qui a d'abord un haut niveau de compétences de par sa formation initiale, c'est 5 ans d'études minimum. Et en plus, vous avez la certitude d'avoir quelqu'un qui s'est formé, qui se forme tout au long de sa vie professionnelle et qui peut suivre les évolutions de techniques. Très bien, je vous propose qu'on se donne quelques minutes pour répondre. Philippe Estingois, très brièvement, parce que je voudrais qu'on fasse la liste des questions très vite. Je confirme que le ministère de la Culture est complètement associé au programme FIBAT pour les architectes. Donc ça, c'est plus précisément la mise à niveau qui est liée à l'évolution technique. Donc c'est pris en compte dans le cadre du programme FIBAT aussi pour les architectes. Je vous propose qu'on revienne cet après-midi sur la question des débits à l'air, parce que ça va être évoqué dans les retours d'expérience qu'on aura. On se garde la question, on y reviendra. Y a-t-il de la pratique sur les formations FIBAT et comment devenir centre de formation professionnelle FIBAT? Qui peut répondre à cette question? Oui. Oui, je me permets de répondre. Je suis Sylvain Candor du 3CA BTP. Sur les formes... Alors, quelle question c'était? Ah oui, il y a de la pratique. Oui, on a tenu, et l'Éducation nationale aussi a tenu à ce que les parcours proposés soient des parcours mixtes, ou ce qu'on appelle le blended learning. C'est-à-dire qu'il y a à la fois des modules qui soient des modules numériques à distance et des modules qui soient en présentiel. D'ailleurs, Cédric aurait pu confirmer, puisqu'il travaille beaucoup dessus. Après, sur la deuxième question, c'était y aura-t-il des centres de formation ouais. Comment devenir? Mais on n'a pas à devenir. Là, sur cette partie-là, on parle de la formation initiale, c'est-à-dire que ces modules FIBAT sont mis à disposition de tous les établissements de formation, qu'ils soient voie scolaire ou qu'ils soient apprentissage. Donc on n'a pas à devenir un centre de formation FIBAT. Merci. Est-ce que quelqu'un voulait réagir sur le manque d'appétence, Philippe Estingois, ou sur un des aspects? Allez-y. Je voulais donner une information complémentaire qui me paraît essentielle, c'est l'emploi dans le domaine. Donc je confirme aujourd'hui qu'un des problèmes dans la qualité de la réalisation des constructions, c'est donc un manque de professionnels formés, et que ce manque de professionnels formés fait que arrivent dans le domaine de la construction des non-professionnels pas formés, et ça génère effectivement de la pathologie dans la construction. Voilà. C'est que là, on parle effectivement de la formation des professionnels, mais simplement, si on débordait un peu du cadre, on constaterait qu'effectivement, l'opportunisme qu'on a sur ces marchés de la rénovation est aussi lié à des personnes qui ne sont pas formées. Et donc, on est hors sujet. Non, mais des personnes non formées. Et donc, les objectifs qui sont fixés en termes de rénovation énergétique, qui maintenant se rapprochent des 700 000 rénovations par an, donc en faisant un petit calcul de coin de table, ça fait entre 150 et 200 000 besoins d'emplois supplémentaires dans le domaine de la construction, comme on est déjà en déficit. Donc il faut vraiment inciter les jeunes à aller vers ces métiers qui, comme ça a été dit précédemment, sont des métiers dans lesquels ils peuvent se valoriser, dans lesquels ils ont une formation qui est intéressante, ils ont des métiers intéressants. Et les chiffres que je donne, c'est jusqu'à 2050, c'est-à-dire les jeunes qui sortent aujourd'hui, ils savent qu'ils ont du job. Donc jusqu'à 2050, il n'y a pas beaucoup de filières où on peut dire ça. José Kerr. C'est le mot de la fin. Enfin, je trouve que c'est une excellente conclusion. Et donc, tout en n'oubliant pas qu'au bout du compte, c'est bâtiment basse conso, neutralité carbone. Donc c'est un enjeu absolument majeur pour nous tous, donc pour la planète évidemment. Donc il n'y a effectivement pas beaucoup de métiers qui ont autant de visibilité. Donc si avec tout ça, on n'est pas capable d'attirer des jeunes pour faire ce métier, c'est qu'on n'aura pas été bon quelque part. Donc normalement, il y a une grande diversité de métiers en plus. On ne peut pas dire que c'est un métier en particulier, c'est toute une palette. Il y a de quoi faire son choix. Est-ce que quelqu'un voulait faire les réponses à FIBAT, ou est-ce que quelqu'un est capable de répondre à ces questions sur donc le manque d'appétence, sur les modules de formation, sur les nouveaux acquéreurs de logements, etc. Est-ce que quelqu'un veut prendre... Vous voyez les questions éventuellement, Jean-Michel Schmitt. Un bilan des premières opérations FIBAT est-il disponible? C'est sur quelle question, Guylaine? C'est la dernière, je commence par le bas. Donc c'est pas la dernière, on a quelle incitation? C'est celle qui est tout en dessous. Voilà. Les modules de formation, alors on est remonté, ça bouge, c'est interactif, donc c'est fait exprès pour nous brouiller les pistes. On va être ici. Comment expliquez-vous le manque d'appétence des professionnels, par exemple?
Je vais essayer de répondre sur le manque d'appétence des professionnels. C'est-à-dire que quand on se forme, c'est du temps qu'on prend sur son temps de travail, ça coûte de l'argent, et donc on essaye de ne pas se rater. Donc cette crainte de ne pas avoir un niveau de qualité de formation suffisant, c'est parfois aussi un frein à la formation. Donc en fait, mais une fois qu'on s'est formé, les premières formations qu'on fait, on y revient toujours. Donc il faut faire le premier pas. José Kerr. Je veux bien compléter avec un tout petit message là-dessus. Il y a sans doute chez la plupart des artisans des problèmes d'organisation de leur temps. Ils sont beaucoup à courir, donc ils sont souvent en incapacité de dégager du temps pour pouvoir se former, entre autres, mais ça aussi c'est peut-être un enjeu de la formation, d'apprendre à organiser mieux qu'ils ne sont aujourd'hui, parce que derrière il y a aussi des enjeux de coût, parce que du coup le temps perdu ça se traduit dans des niveaux de prix qui sont aussi un obstacle au développement de la rénovation. Là les clients le disent, les ménages le disent, donc là aussi c'est un champ de progrès sans doute très important. Jean-Michel Schmitt. Oui, juste un mot. Ce matin, quelqu'un parlait justement de la difficulté d'entraîner les très petites entreprises sur la formation. On découvre des nouveaux processus d'apprentissage, même pour nos élèves. Je prendrai en référence ce qui s'est passé à Saint-Girons dans l'Ariège, où là, il n'y a pas de grandes entreprises, il y a que des très petites entreprises. Et les élèves c'est pour le bac pro technicien d'études du bâtiment, eh bien, quand ils vont dans l'entreprise, c'est eux qui arrivent à démystifier l'outil numérique, entre autres, auprès de l'entrepreneur qui lui dit « Bon, montre-moi ce que tu veux », parce que le prof exigeait que le rapport et que le travail se fassent sur du numérique. Et finalement, c'est quelque part une nouvelle mission, et c'est lié à la transition numérique sur l'accès au savoir. C'est le jeune qui est apprenti qui va devenir aussi quelque part formateur. Et ça permet en plus de renforcer ses apprentissages. Et ces nouvelles pistes, elles viennent du terrain. Ce n'est pas du haut de notre fenêtre de la rue de Grenelle qu'on invente ces protocoles-là.